Un divan à Tunis, c'est le premier film de la réalisatrice Manel Labidi. Bonsoir. Bonsoir. Le pitch, si je dois résumer, c'est l'histoire d'une jeune psychanalyste, Selma, qui a passé une grande partie de sa vie en France et qui décide de revenir dans son pays d'origine, la Tunisie, pour exercer son métier, ouvrir un cabinet de psychanalyse au lendemain de la révolution tunisienne. On va regarder la bande-annonce. J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine? Je viens travailler ici. Quel travail? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Founifi Tunis. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous? C'est des patients que je recevrai chez moi. C'est quoi tout ce bazar là? Oui, les macrouettes. Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique. Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? Inch'Allah. Pourquoi t'es rentrée, Sam? Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. Voilà, un divan à Tunis. De prime abord, c'est une comédie, mais il y a quand même un petit peu plus que ça. La politique n'est jamais très loin, surtout dans les années après Ben Ali. Oui, c'est une comédie. Après, disons que l'aspect politique est traité en toile de fond. J'avais envie de plutôt mettre en avant des personnages confrontés à leurs problèmes du quotidien, plus que des personnages politisés ou qui représenteraient une cause, un message. C'est très important pour moi de faire ce film en profitant de ce que la comédie a à offrir en tant que genre et de ne pas faire un film, on va dire, traditionnellement maghrébin. C'était très important de le rendre beaucoup plus universel, de l'ancrer évidemment dans un pays qui est la Tunisie, à un point de l'histoire particulier. Mais c'est avant tout, et je le vois aussi comme un film tout d'abord méditerranéen, porté par des personnages qui vivent des problématiques auxquelles n'importe qui peut s'identifier. Oui, on parlait de la parole politique, le salafisme aussi. Hein. Vous oui, traitez le sujet tout est traité. Oui. Et de l'ordre de l'intime aussi, les sujets qui touchent à l'homosexualité, les tabous, la liberté de la femme, l'indépendance, le côté fragile, la sensibilité des hommes également. C'est là où on comprend qu'il y a toutes sortes de névroses dans la société tunisienne. Oui, disons qu'il s'agissait aussi d'offrir aussi un autre regard sur la société tunisienne et les sociétés arabes en général, en offrant comme ça une multiplicité de portraits féminins, de montrer aussi différents types de masculinité et de sortir un petit peu du schéma classique, je dirais, victimaire pour les femmes d'un côté et puis beaucoup plus oppressant ou oppresseur pour les hommes de l'autre. Donc c'était, comme vous dites, beaucoup de sujets du moment sont abordés en creux, mais c'est surtout un film de fiction pure et la politique. Le film devient politique parce que il évite de mettre le politique en première ligne. Et vous diriez que la parole s'est libérée du coup? Après la Révolution? Après la Révolution, par exemple? Oui, complètement, parce que la Révolution a mis fin à des décennies de dictature où la parole politique était muselée et la Révolution est arrivée de manière tellement brutale que cette chape de plomb a explosé et la parole a fusé. Et c'est ce qui m'a intéressée dans ce film, c'est d'aborder la parole, d'essayer de la capter et d'en faire un récit qui raconte à la fois le parcours d'une femme
et aussi faire la radioscopie d'un monde après une révolution. Et du coup, la psychanalyse, les psys ont toute leur place dans la Tunisie d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est pas du tout le sujet du film que de dire est-ce que la psychologie ou la psychanalyse est compatible avec le monde arabe. C'est surtout pas ça qui m'intéresse, parce que la réponse, pour moi, elle est évidente. Oui, mais c'est... Oui, parce qu'il y a un personnage qui dit quand même la psychanalyse, nous on a Dieu, on n'a pas besoin de ces conneries. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a une différence culturelle. La psychanalyse, c'est plutôt l'Occident. De prime abord, oui. De prime abord. Mais disons que les réticences qu'on peut entendre dans cette phrase, ou qu'on peut entendre en Tunisie ou dans n'importe quelle partie du monde, sont les mêmes que celles qu'on peut entendre en France ou en Europe. Beaucoup de gens n'accordent aucun crédit à la psychanalyse, même en Occident. Et dans le monde arabe, il y a, on va dire, un vernis supplémentaire qui est lié à la tradition, qui est lié au poids de la religion et au poids du groupe et de la famille. Mais fondamentalement, pour moi, il n'y a pas une différence si importante que ça. En tout cas, les gens viennent. Hein. On le voit derrière vous, les gens viennent en nombre pour se livrer. Et dans cette galerie de portraits, comment ne pas parler du casting avec l'actrice principale, Golshifteh Farahani. C'est pas mal pour un premier film. C'est même très bien. Elle a accepté de suite? Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est fait. Enfin, ça s'est fait. Je lui ai proposé ce rôle à la fin de l'écriture du scénario, et elle a accepté de manière très spontanée et très généreuse. Oui, Golshifteh Farahani, qui est iranienne, hein, pas tunisienne, mais toutes les problématiques sont les mêmes finalement en Iran, en Tunisie, en France. Oui, pour moi, c'était avant tout une actrice que je recherchais. La tunisianité de ce personnage était secondaire, voire même pas importante. Et Golshifteh Farahani, pour moi, s'est imposée parce que c'était pour moi l'actrice qui allait pouvoir interpréter et incarner ce personnage. Sa nationalité, ses origines étaient secondaires. Et Selma, c'est donc le personnage dans le film, représente cette génération tunisienne d'aujourd'hui? Selma, elle représente surtout cette génération de binationaux qui fantasment sur le pays de leurs parents, parce que la situation en Europe et en Occident s'est durcie envers les gens issus du monde arabe, on va dire, en général, et beaucoup fantasment un ailleurs plus accueillant dans le pays de leurs ancêtres, sauf que la réalité, évidemment, est beaucoup plus complexe et laisse souvent place à beaucoup de désillusions. Ouais. Et oui, parce que là, vous parlez d'une tunisienne qui a grandi en France et qui retourne dans son pays d'origine, à l'inverse en fait de l'immigration qu'on connaît habituellement et qui va plutôt vers la France. Oui, ouais, c'était très très important pour moi de confronter ces deux mouvements migratoires, on va dire. On sait évidemment le mouvement qui vient vers l'Europe et l'Occident, mais on parle moins de ce mouvement inverse qui est très important et qui raconte aussi autre chose sur les pays dans lesquels on vit aujourd'hui en Europe, aux États-Unis. Ça raconte aussi les difficultés de ces êtres qui sont intégrés, qui travaillent, mais qui vivent aussi des crises identitaires, des crises, je dirais même existentielles, et qui pensent trouver refuge sur un autre territoire. Cette double peine de l'immigré qui ne se sent pas français peut-être en France, ni tunisien en Tunisie. Absolument, oui, c'est vraiment tragique. C'est le tragique de ce personnage et de ces personnages qui ne trouvent pas d'ancrage et qui doivent constamment, et ça je crois que c'est le travail d'une vie, de se réinventer une troisième voie qui serait, qui mêlerait les deux ou qui les exclurait peut-être. C'est une réflexion qui est très profonde, oui. Et d'ailleurs, cette pluralité, cette ambiguïté de la société, on la retrouve aussi au travers du choix de vos musiques, tout à fait. Qui sont italiennes. J'ai fait le choix vraiment de partir sur une musique qui prolongerait la narration, la mise en scène. Il ne s'agissait pas de plaquer une musique sous prétexte qu'elle
qu'elle va avec la zone géographique. C'est pas comme ça qu'on réfléchit la musique en cinéma. Et pour moi, la musique, enfin les chansons de Mina qui ouvrent le film et qui le ferment, sont des chansons, et c'est une chanteuse qui m'a accompagnée beaucoup dans l'écriture du film au départ, et qui mélange cette dimension mélancolique, nostalgique et en même temps vitale qui caractérise mes personnages et la Tunisie d'après Ben Ali. Justement, 9 ans après la Révolution, à l'heure où la Tunisie se cherche un gouvernement, comment vous voyez l'avenir de la Tunisie ? C'est vrai que en ce moment, on vit une phase d'incertitude, puisque le risque de dissolution n'est pas loin, mais voilà, en tout cas, il y a une phase assez difficile à évaluer et à anticiper. Sur le court terme, je reste, en tout cas, je suis de nature optimiste, et je reste optimiste sur la capacité des Tunisiens à toujours jouer les garde-fous de leur liberté et de ce début de démocratie qui prend forme. Et je pense particulièrement aux femmes qui jouent un rôle, qui ont joué depuis très longtemps un rôle dans la vie publique, dans l'espace public, dans les débats, dans l'évolution des lois sociales qui vont progresser, qui vont ne faire que progresser, je pense, dans les années à venir. Un divan à Tunis qui a reçu le prix, je le rappelle, du public au Festival de Venise. Le film a été vendu dans 45 pays. Félicitations. Merci. Et je rappelle aussi la sortie en France et demain. En Tunisie, c'est dans 2 semaines, c'est le 26 février. Manel Labidi, merci d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde. Voilà la fin de ce journal. Excellente suite de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.